Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Berserk. Voilà, bon, je pense que je vais le faire à chaque fois, certains vont être pas mal surpris. Ah, bref, de toute façon, c'est pour bien vous annoncer de toute façon le manga si vous le connaissez pas. Là, au moins, vous savez que c'est assez hardcore. C'est tendu, de toute façon, je pense que vous avez commencé un petit peu à mater l'animé, même si j'espère, bien entendu, et ça, je vous le rappellerai jamais assez, que vous avez lu soit le manga, soit donc maté l'ancien animé qui retrace un petit peu ce qui se passe avant, parce que sinon, encore plus avec cet épisode-là, vous allez rien comprendre. Bref, promis, j'en parle plus du tout durant cet épisode-ci, mais voilà, on va partir et on va un petit peu faire en sorte, comme si vous veniez de découvrir, voilà, pour éviter de potentiellement spoiler, parce que sinon, après, on va me dire, ah, mais tu m'as spoilé ça, tu m'as spoilé ça, tu m'as spoilé ça. Voilà, mais bon, je vous aurais quand même prévenu. Bref. On est parti donc avec cet épisode-ci qui démarre directement avec le cauchemar justement de Guts qui est en train de rêver de Casca. Donc Casca qu'il est en train de rechercher, de toute façon comme vous devez un petit peu vous en douter, n'est-ce pas? Et donc un rêve voilà, qu'on peut un petit peu supposer, on peut se dire ouais peut-être prémonitoire ou pas, voilà. Bon voilà, de toute façon je pense que si vous savez un petit peu ce qui se passe par la suite, vous devez savoir, vous devez connaître un petit peu la teneur de ce rêve-là et qu'il n'a pas fait ce rêve-là par hasard, surtout qu'en plus il a été un petit peu influencé par un démon, voilà, quand un démon qui était parce que voilà, il était un petit peu en train de, enfin, le soleil était commencé un petit peu à se lever, donc il en a profité un petit peu pour dormir vu que la nuit a dû être agitée, et un des démons qui était auprès de lui a dû sûrement influencer ce rêve-là vu qu'il était un petit peu caché sous le rocher. Après bien entendu il a disparu avec le soleil qui se levait, mais en tout cas voilà, même ce petit démon qui était encore présent, qui a pris un petit peu justement l'apparence et le visage de Casca, un petit peu, enfin, c'était un petit peu voilà, une personnification, pour prévenir Guts que voilà, il faut qu'il se bouge le cul, il faut qu'il se dépêche de retrouver Casca parce qu'elle va être en très très grand danger et que voilà, il faut qu'il arrive à la récupérer tout simplement le plus vite possible. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, Guts il se faisait pas trop de soucis vu que Casca était supposé être resté auprès, voilà, aux soins de Godot, Rickert et puis la petite Erika, comme on le verra un petit peu après, sauf que ça s'est pas justement tout à fait passé comme ça et que malheureusement un mois avant donc qu'il revienne, donc ouais, ça faisait quand même 2 ans qu'il était parti, c'était pas rien. Et d'ailleurs, petite piqûre de rappel voilà, par rapport à la grotte, pourquoi il l'avait laissé là-bas, parce que justement c'était le seul endroit, parce que Casca elle a aussi été marquée par le stigmate durant l'éclipse, de toute façon vous en doutez bien, tout comme Guts, c'est que donc elle aussi est aussi victime d'un petit peu de tout ce qui tourne autour de ça et puis des démons qui apparaissent au niveau de la nuit, sauf que voilà au niveau de la grotte justement qui se trouve pas très loin de chez Maître Godot, voilà, du maréchal Ferrand, du forgeron, voilà, on peut aussi le qualifier comme ça, enfin plus forgeron quand même, justement que, voilà, que cette grotte là se trouvait pas très loin de chez lui, que cette grotte avait la particularité. Alors d'ailleurs c'est vrai que j'ai beau avoir un petit peu refouillé parce que je me rappelle plus du tout pourquoi cette grotte là a la particularité de pas voilà d'être un petit peu isolée justement de permettre de pouvoir rester à l'intérieur sans que les démons puissent justement approcher. C'est justement pour ça que Guts a laissé Casca là, pour plus qu'elle soit un petit peu hantée et puis qu'elle soit un petit peu possédée par les démons qui viennent un petit peu la perturber la nuit. D'ailleurs, on voit bien qu'à un moment, Guts lui aussi va aller passer la nuit dans la grotte et qu'il est un petit peu perturbé parce qu'il a pas son épée avec lui. Enfin, en même temps, il n'en a pas besoin. Et justement, c'est pour ça qu'il a laissé Casca ici, au bon soin justement d'Erika, de Rickert et puis de Godot pour qu'il s'occupe d'elle. Enfin, plus Erika quand même, qui s'en est pas mal occupé et qui malheureusement a été responsable de sa disparition. Donc c'est quand ils étaient sortis un petit peu pour la sortir, parce que voilà, Casca au bout d'un moment tu la laisses dans sa grotte, d'accord, il n'y a plus les démons qui viennent la tourmenter, mais en plus voilà déjà qu'elle a été bien secouée par l'éclipse, et on sait très bien pourquoi d'ailleurs à juste titre, que voilà justement à cause de tout ça, voilà, elle a un petit peu un syndrome post-traumatique et c'est tout à fait compréhensible, et que justement voilà, en plus tu l'enfermes, donc voilà, elle commence un petit peu à se renfermer sur elle-même, et c'est pour ça qu'Erika a pris la décision de la faire un petit peu ressortir et de lui montrer le monde extérieur. Après en même temps elle s'alimentait plus du tout, et donc c'est tout à fait normal qu'elle ait pris cette décision là de la faire sortir, même si c'était quand même risqué. Et d'ailleurs voilà, on voit bien directement après quand Guts arrive chez Godot, que voilà, il commence un petit peu à engueuler tout le monde par rapport au fait, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, vous en êtes même pas occupé d'Erika, pardon, de Casca, voilà, il dit ça à Erika, puis aussi à Rickert, voilà, donc Rickert, le dernier membre de la membre du Faucon, donc qui est encore en vie, donc voilà, avec Guts, Griffith et puis aussi Casca, mais bon, le seul qui n'a pas connu l'éclipse et du coup qui n'a pas été affecté par l'éclipse, voilà, par rapport au stigmate, vu qu'il avait quitté la bande un tout petit peu avant, puis surtout c'était le membre le plus jeune, voilà, pour devenir un petit peu forgeron, d'ailleurs, on voit qu'il travaille bien, qu'il va pas mal aider Guts et puis Godot à améliorer un petit peu son équipement avant que Guts décide de repartir, parce que voilà, chaque fois que Guts passe par là, il en profite pour récupérer. Bon voilà, par le passé il avait récupéré la Dragon Slayer, il avait récupéré des bonnes épées au final qui s'étaient quand même brisées, au final il avait pris la Dragon Slayer, donc là c'était juste pour la reforger, voilà, parce que vous vous notez bien de toute façon que Guts était déjà passé un petit peu par là par le passé, et c'est ça d'ailleurs qui est assez chiant avec cet animé là, enfin surtout pour vous, je mets vraiment à la place de ceux qui découvrent Berserk avec ça, parce qu'ils se disent mais putain, mais c'est quoi tous ces trucs qui se passent, et voilà, on y comprend vraiment rien, voilà, comme quoi vraiment je réinsiste là-dessus, mais vraiment, cet animé-là, il est fait pour ceux qui ont au moins vu au moins une fois toute l'œuvre dans son ensemble. En tout cas, les points qui sont déjà passés un petit peu avant ça. De toute façon, vous devez bien vous en douter, de toute façon, de manière globale. Et donc, par rapport
par rapport à la suite, on va voir comment on pourrait qualifier ça. Quand Guts justement se trouve dans la grotte, il va un petit peu peser le pour et le contre, un petit peu se rappeler de ce qui se passait un petit peu avec la bande du Faucon, essayer de savoir, de peser un petit peu le pour et le contre. Est-ce que c'est bien, voilà, non, j'aurais pas dû les engueuler, au final c'est eux qui se sont occupés de Casca pendant tout ce temps, c'est moi qui ai fui tout ça, c'est moi qui suis un petit peu responsable. D'ailleurs, on le voit bien quand il va rendre visite à Godot, voilà, on peut un petit peu le dire sur son lit de mort. Bon, il est quand même pas mal malade, mais il arrive quand même à tenir un petit peu le coup, mais voilà, ses jours sont comptés, vous devez bien vous en douter de toute manière. Et donc voilà, il lui dit, faut pas, t'es un petit peu justement comparable à une épée brisée, c'est-à-dire que voilà, là, ce coup-ci, on peut pas vraiment te reforger. T'es un petit peu justement à l'image de ton épée depuis ta Dragon Slayer, t'as beaucoup de sang, t'as beaucoup de traces, t'as beaucoup de blessures, t'as beaucoup de fêlure aussi, si on peut le qualifier de cette manière-là. Et donc voilà, il faut que tu arrives un petit peu à penser à autre chose, il faut que tu abandonnes ton idée de vengeance. Mais de toute façon, comme Guts lui dit, tu veux pas vraiment comprendre ce par quoi je suis passé, et puis voilà, tu veux que je finisse comment? Tu veux que je finisse comme toi dans ton lit, que je me mette un petit peu à part de la société, et que voilà, que je laisse un petit peu ces affaires-là en suspens. Mais voilà. Mais en même temps, Godot, il a pas connu l'éclipse, donc ouais, voilà, il peut pas vraiment comprendre, toute la profondeur du problème et du complexe justement qui tourne autour de Guts et puis autour de Griffith, enfin, autour de tout ce qui s'est passé, bien entendu. Et justement, c'est ce qui va un petit peu conforter Guts un peu plus dans son idée. Et puis voilà, c'est ça justement qui va en résulter quand il sortira de la grotte et il prendra cette décision-là, vu qu'il va se rappeler justement de la petite vision qu'il avait eue, qui pour lui, il pense un petit peu est prémonitoire. D'ailleurs, il dira à Ricard que c'est la seule piste qu'il a, voilà, par rapport à la direction donc, à suivre, par rapport à la tour du jugement, donc voilà, qui sera là, vous en doutez bien, un point important par rapport à la suite de l'histoire. Et donc au final, il prend cette décision-là de repartir, mais voilà, non, sans avoir quand même fait un petit peu peser le pour et le contre, refaire un petit peu le point, refaire un petit peu le bilan, et qui au final, voilà, il a encore une chance, voilà, il a tout perdu une fois, donc lors de l'éclipse, et là ce coup-ci, il lui reste donc que Casca qui a un petit peu tout ce qui a réussi à subsister, donc voilà, elle n'est pas encore morte, il peut encore tenter de faire quelque chose, c'est pour ça qu'il doit se dépêcher pour aller la récupérer avant qu'il la perde, avant qu'il perde justement la seule chose au final qui lui reste. Bon, il y a aussi Ricard, mais ça compte pas de la même manière, de toute façon vous devez bien un petit peu vous en douter, encore plus si vous avez lu l'œuvre dans son intégralité. Et juste vite fait pour revenir un petit peu sur le cas de petit Ricard, voilà, parce que quand même Guts il l'a pas mal sermonné, quoi, t'es pas parti à la charge de Casca, donc bien sûr que si, qu'il est parti, c'est des carcassés, d'ailleurs Ricard prend bien sa défense, mais que justement, voilà, au bout d'un moment, il est revenu parce qu'il pouvait pas laisser Ricard, encore plus Godot, voilà, qui était un petit peu souffrant dans cet état-là, et donc pour reprendre un petit peu en main toute l'affaire, il a décidé de reprendre au pied levé le rôle de maréchal ferrant. En même temps, c'était pour ça qu'il était resté, mais là, il fallait impérativement qu'il revienne pour que cette petite famille puisse arriver à survivre. Donc ouais, Erika qui est la fille justement de notre cher Godot, enfin pas sa fille adoptive, vu que d'ailleurs elle est orpheline de guerre, donc voilà, elle a décidé de la prendre sous son coude. Et justement, voilà, Ricard il est pas complètement con, il sait que les jours de Godot sont comptés, donc pour prendre soin de Erika, il fallait qu'il revienne, et puis donc aussi, il faut faire un petit peu tourner la forge, bien entendu, là, ça reste quand même un business qui peut être assez, qui permet un petit peu au moins de survivre. Et en plus, voilà, quand tu vois en parallèle de ça, ce que Godot avait précisé à Guts par rapport au fait qu'il a abandonné la seule personne qui était importante pour lui, c'est important qu'au final, Guts, après avoir pesé un petit peu le pour et le contre, et le fait d'être revenu un petit peu, il est revenu un petit peu à la maison, si on peut aussi le souligner comme ça, voilà, histoire de se remettre un petit peu les idées en place et de se remotiver par rapport à la suite. Ça va être encore plus le cas quand Ricard va l'amener au petit mémorial qu'il a fait pour la troupe du Faucon. D'ailleurs, c'est un mémorial quand même qui est assez intéressant. Bon, vous en doutez bien, il y a un point assez intéressant par rapport à ce mémorial qui est survenu dans le manga. Si j'ai pas de bêtises, ça se passe après. Donc voilà, j'ai pas envie de le spoiler, mais ceux qui ont vu l'œuvre dans son intégralité voient très bien de quel passage je veux parler. C'est vrai que c'était un très bel hommage, et comme Ricard le dit, voilà, il n'a pas encore forgé suffisamment d'épées pour pouvoir, voilà, pour qu'il y en ait vraiment une pour chaque membre du Faucon. Et c'est vrai qu'on peut aussi voir ce parallèle-là, enfin voilà, bon, ça ce coup-ci, c'est ceux qui ont vu pas mal de films sur les croisades, ça va vous parler, par rapport au fait que l'épée, on peut très bien aussi l'identifier à la croix, et le fait que chaque épée soit plantée, tu peux aussi un petit peu l'identifier dans la croix, parce que même si voilà, la religion chrétienne, ça à proprement parler, n'est pas présente directement dans Berserk, tout ce qui tourne un petit peu autour, donc que ce soit l'Inquisition, que ce soit la papauté et tout, voilà, même si c'est pas mentionné dans le texto que c'est la religion chrétienne, on est bien sûr fortement inspiré. D'ailleurs, on le voit beaucoup avec ce symbole. D'ailleurs, on le voit directement au début de l'épisode quand Casca est sur le bûcher, par rapport justement avec cette sorte de petit aigle qui remplace en fait la croix tout simplement judéo-chrétienne, si on peut le qualifier ainsi. Un autre point aussi important là qui va être assez voilà, motivant pour Guts, donc le fait que Ricard n'avait pas baissé les bras depuis tout ce temps-là, qu'il a réussi aussi à passer un petit peu voilà, à autre chose, mais en même temps il n'a pas connu l'éclipse, donc c'est un petit peu normal aussi que pour lui ça a été plus facile, voilà, même si bien entendu il en a beaucoup souffert voilà, de la disparition de la troupe du Faucon et de tout ce qui tourne autour, donc voilà, il a quand même réussi à faire abstraction, et c'est ça aussi qui va surmettre un facteur assez important qui va permettre à Guts de pouvoir se remettre assez rapidement en chemin, de toute façon, quand vous en doutez bien. Et au moment où Guts d'ailleurs va décider de partir, donc voilà, où il va lui demander où se dirige, enfin où se trouve actuellement le sanctuaire, donc ça aussi ça va être mis en corrélation avec la petite vision qu'il a eue par rapport à la tour du châtiment, tout ce qui tourne un petit peu autour. Et si vous avez vu un petit peu la deuxième partie de l'épisode, donc voilà, avec le retour sur Dame Farnèse et puis de l'Inquisition, vous devez vous en douter qu'immanquablement à un moment donné
il se dirige peut-être, il y a de fortes chances quand même que tout ce beau monde se dirige vers la même direction et que quand ça va se rencontrer, ça va envoyer, et puis ça va, voilà, va y avoir des entrechocs entre épées qui vont être assez sévères et assez tendus, mais je vous en dis pas plus, voilà, mais rassurez-vous, le meilleur est à venir. Et voilà, encore plus si affinité par rapport à cet arc-là. En tout cas, je m'adresse aux puristes, vous voyez très bien, je pense, de quoi je veux parler. Mais je voulais avancer avant de switcher sur cette deuxième partie, donc voilà, plus consacrée sur Dame Farnèse et de l'Inquisition, sur la dernière partie avec Godot, donc voilà, qui était vraiment la partie pour moi la plus poignante et puis la plus intéressante de l'épisode. Donc voilà, quand tu vois justement le petit Ricard qui était en train de reforger puis d'améliorer l'équipement de Gus, donc que ce soit son gant, que ce soit son arbalète, tout ce qui tourne autour de ça. Et donc voilà, Godot qui décide de descendre alors qu'il était encore un petit peu alité pour aller reforger la Dragon Slayer de Guts. Et comme il le précise très justement, alors je vais le citer, c'est vrai que ça c'était un point important que j'ai relevé, que voilà, par rapport à tout ce qu'il cite, par rapport à Erika, le fait qu'il l'ait recueilli parce que c'était une orpheline de guerre, justement, voilà, que le fait d'être à son contact l'a rendu plus humain, voilà, l'a un petit peu plus humanisé. Donc bah, tu peux faire aussi le parallèle assez facilement entre Guts et Casca, que justement ce serait une bonne chose pour lui qu'il la retrouve rapidement. Et donc bah, voilà, tout simplement qu'il veut pas que Guts devienne comme lui, et c'est pour ça, bah, tant qu'à faire, il a confiance en lui, il n'a pas envie de simplement qui crève, et autant donc lui de lui mettre toutes les chances de son côté en lui donnant un bon équipement, d'ailleurs comme on le verra un petit peu après avec la nouvelle armure de Guts que Ricard lui a confectionné, donc ouais, le canon aussi, si je dis pas de bêtises, qu'il a amélioré pour sa main un petit peu, sa main un petit peu en métal, donc ouais, qui était capable de cracher un petit peu de feu, mais qui là au moins va avoir un effet un peu plus explosif, si on peut le qualifier ainsi, et ça vraiment ça va être pas mal. Et surtout bah, enfin là, le dernier message quand Guts décide de repartir, voilà, le dernier message de Godot, donc quand même qui va se mettre un petit peu à la tête alors qu'il neige comme c'est pas permis dehors, donc voilà, le gars a vraiment envie de choper la mort, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, il espère au moins pouvoir le revoir une dernière fois, et que malheureusement quand même il pense bien que c'est la dernière fois qu'il l'a vu. Donc bon, ils n'ont pas fait des adieux quand même assez larmoyants, d'ailleurs Guts ne devait pas s'en douter, mais au moins il est content d'avoir pu faire voilà, une dernière petite chose pour Guts et pour tout ce qui tourne autour de lui, même pour Casca et pour sa quête avant donc de pouvoir de rendre son dernier souffle. Enfin, vous devez bien un petit peu vous en douter. Puis, de toute façon, bah, son rôle n'est pas tout à fait terminé, vu qu'il doit quand même un petit peu voilà, terminer la formation de Ricard, même si je pense qu'il n'a plus besoin de lui apprendre beaucoup de choses, mais quand même voilà, pour à la postérité, pour la forge, pour tout ce qui tourne autour, pour tout ce qu'il a fait, ouais, parce qu'il ne faudra pas oublier que c'est quand même lui qui a forgé la Dragon Slayer, voilà, cette épée. Donc voilà, j'ai un petit peu vite fait vous raconter l'histoire, parce que c'est quand même assez intéressant, que voilà, la Dragon Slayer, elle a quand même une histoire, là, c'est pas seulement une immense épée avec le petit bruitage et tout. À la base, en fait, si je dis pas de bêtises, il l'avait forgé, enfin il était forgeron du roi, donc tu vois quand même que Godot il était assez, c'était pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel forgeron, c'est pas le petit clampin du coin qui forge trois petites épées tranquilles, non, c'est un forgeron du roi. Donc voilà, si vous avez vu un petit peu Game of Thrones, vous voyez que ces forgerons là c'est souvent les meilleurs, et donc bah, il avait eu une commande spéciale par le roi, donc il lui avait demandé une assez grosse épée, donc voilà, de lui forger un petit peu la meilleure épée qu'il pouvait, et au final bah, Godot avait rempli donc le cahier des charges, lui avait donc livré cette épée, mais manque de peau, l'épée ne pouvait être maniée par aucun donc chevalier de la cour, et malheureusement bah, le roi l'a pris un petit peu pour lui, il a pris un petit peu pour une insulte, donc il a cru putain tu te fous de ma gueule et tout, et donc a décidé de le chasser. Après voilà, il y a aussi donc certaines autres raisons qui peuvent être un petit peu évoquées par rapport à des sous-bassements, par rapport à des sous-traitements et tout, voilà, le fait qu'il y a un petit peu d'argent détourné et tout, bah, voilà, ça c'est un peu plus complexe, un peu plus poussé, il faudrait plus se replonger dans l'œuvre quand Godot avait parlé de cette situation-là, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à cause de ça, à cause de cette épée, quelque part, il a été donc chassé de la cour, et donc il s'est retrouvé ici un petit peu au beau milieu de la forêt, enfin au milieu de la forêt, un petit peu à part de la société, en marge de la société, avec sa petite cabane et sa petite forge, et puis donc avec les épées qui allaient autour, et puis donc la Dragon Slayer qu'il a quand même récupéré, jusqu'au jour où Guts s'est pointé, et d'ailleurs Guts lui avait demandé de lui donner une épée assez balèze, voilà, pour qu'il pouvait un petit peu utiliser, et au final, bah, ces épées-là n'avaient pas suffi, elles n'étaient pas suffisamment résistantes, enfin je me rappelle qu'il y avait eu pas mal d'épées qui avaient pété, jusqu'au moment où Guts s'était retrouvé justement dans la remise, où pas mal d'épées s'étaient stockées, et il était tombé sur la Dragon Slayer, et il avait été donc le premier soldat à pouvoir l'utiliser, le premier humain, même si Guts n'est plus maintenant tout à fait humain, mais quand même, voilà, encore, il arrive quand même à la manier, encore plus à une seule main, ce qui est quand même assez ouf quand tu vois un petit peu le contexte maintenant. Et c'est l'épée donc qui était parfaite pour Guts, qui un petit peu avant, pour la petite anecdote, n'arrêtait pas de casser ses épées, surtout quand il affrontait des assez gros adversaires, et du coup la lame n'était pas assez résistante. Mais au moins maintenant avec le Dragon Slayer, ce petit problème est résolu. C'est pour ça, voilà. C'est la petite histoire d'un Dragon Slayer, et ça m'a fait beaucoup de plaisir de la raconter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et aussi, un point important, c'est un petit peu l'héritage que Guts a de Godot. Voilà, Godot doit se dire, putain, voilà, au moins, ma Dragon Slayer, elle va pouvoir voir du pays, elle va pouvoir justement, c'est pour ça qu'elle a été créée. Bon, Dragon Slayer, vous devez bien vous douter du nom, c'est donc là, la tueuse de dragons, donc voilà, pour ça qu'elle a été forgée, par rapport aux composants qui la constituent, donc qui fait aussi qu'elle pèse suffisamment lourd, donc voilà, pour pouvoir un petit peu crever donc le cuir des dragons, là, même si elle n'a pas été testée, mais elle a été donc créée dans ce but-là. Et comme on a pu le voir justement dans plusieurs combats, c'est vrai que cette épée, voilà, est très clairement à la hauteur donc de sa réputation,
de ce pourquoi elle a été forgée. Donc voilà, l'héritage de Goddo se trouve à partir de maintenant donc, tout le temps sur l'épaule de Guts, et il la porte fièrement, il combat fièrement avec elle, et donc tant qu'elle sera là, tant qu'elle ne sera pas brisée, et l'esprit de Godot et puis même de Ricard sera, enfin, ou un petit peu Ricard aussi, vu qu'il l'a un petit peu amélioré, sera toujours présent donc pour s'occuper donc pour protéger un petit peu Guts. Et donc voilà, ils sont toujours un petit peu présents par la pensée, voilà, le fait de se rappeler un petit peu de la maison et de là où il doit retourner de manière globale. Voilà, ça c'est quand même assez important de préciser. Et donc pour la dernière partie de cet épisode-ci, on va tourner du côté de Dame Farnèse. Donc voilà, je pense que vous l'avez pas oublié. Donc voilà, quand même, elle a été donc, quand même dans une tenue assez à son avantage, voilà, qui mettait pas mal ses formes en valeur, n'est-ce pas, dans les épisodes précédents. D'ailleurs, l'un d'entre vous m'avait fait une petite remarque par rapport à la scène avec le cheval, comme quoi elle était aussi présente dans le manga. C'est vrai que maintenant que je l'ai lu, ça me fait un petit peu tilt, et d'ailleurs j'aimerais bien justement retrouver cette scène là, parce que c'est vrai que je me rappelle plus du tout où elle était présente dans le manga, parce que c'est vrai que la scène était un petit peu différente. Voilà, ça se revenait pas, si vous voulez, à ce moment là, mais bon, c'était quand même un point assez important. Donc merci de me repréciser le chapitre ou le tome où cette scène apparaît. Voilà, ça m'intéresse au plus haut point, n'est-ce pas, et pas pour les raisons que vous imaginez, bande de pervers. Bref, pour cette dernière partie, donc Dame Farnèse, donc qui accuse quand même pas mal le coup par rapport à tout ça, et on a un petit dialogue entre Azan et puis Serpico par rapport à certaines choses qui sont survenues dans l'épisode précédent. Bon, j'ai pas envie de vous dire quoi, voilà, mais réfléchissez un petit peu, mais en tout cas, dites-vous bien que les dialogues, ils ont un rôle, et si bien entendu, voilà, vous connaissez l'histoire, vous savez très bien donc de quoi ils sont en train de causer, et que c'est en lien direct justement avec ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent, mais j'en dis pas plus. Et d'ailleurs, bon, on aura un autre, comment on pourrait qualifier ça, on aura un autre point important, enfin ça j'ai vu ça avec la preview, donc qui sera aussi en corrélation avec ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Ça, je vous en dis pas plus, on verra ça dans le prochain épisode. Et pour terminer donc avec Dame Farès, donc elle accuse pas mal le coup, donc en plus ça m'a fait pas mal marrer, le fait donc qu'elle repense à cette scène avec le cheval un petit peu démonisé, et donc voilà, vu qu'en plus elle est à dos de cheval, donc elle a quand même réussi à passer un petit peu comment on pourrait qualifier ça, ce syndrome un peu post-traumatique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de l'épisode précédent, je me disais, putain, pourquoi Serpico il donne pas son cheval pour la faire monter dessus? Enfin voilà, ça serait c'est la galanterie un petit peu un minimum. Puis donc en fait non, elle est encore un petit peu, je pense, trop traumatisée. Bon là, elle a réussi à passer outre, mais elle va retomber un petit peu dans cette travers. D'ailleurs, elle n'arrive pas à y croire. Putain, mais ça n'a pas pu se passer. Non, c'est mon imagination. Tout ça n'a jamais existé et tout. Donc voilà, on voit qu'elle est un petit peu perturbée et torturée, mais elle va vite retomber dans cette travers avec le grand, justement, comment on pourrait qualifier ça, le grand cardinal de l'Inquisition, enfin le grand boss de l'Inquisition, mais qui me fait pas mal penser au cardinal vu sa tenue, puis vu son chapeau haute forme de couleur rouge, donc le grand Mosguz. Donc Mosguz, de toute façon, enfin Mosguz, vous avez bien vu dans cet épisode, c'est qu'il était pas là pour rigoler, et vous allez voir dans les prochains épisodes qu'il est encore moins là pour rigoler, que voilà, c'est pas un enfant de cœur, même si ce coup-ci, il a laissé un petit peu... D'ailleurs, vous avez bien vu qu'il a été directement attaqué pour de bonnes raisons par des villageois, par des hérétiques, parce que quand même Dame Farnèse, faut rappeler qu'elle est là justement pour l'escorter, et pour escorter justement tous les hérétiques à la tour du châtiment. Donc voilà, qui est un petit peu le séminaire là où Guts doit se rendre, donc voilà, là où pas mal de monde est jugé un petit peu pour leurs méfaits, pour leurs crimes. Donc voilà, ce qui va quand même annoncer pas mal de choses, et pas mal, comment vous pourriez qualifier ça, ça va être pas mal hardcore et pas mal sadique, et pas mal, voilà, tout ce qui tourne autour de ça, pas mal sombre, voilà, de manière globale dans les prochains épisodes. Et donc Dame Farnèse qui se retrouve là pour un petit peu escorter tout le monde avec donc sa horde et puis sa garde de chevaliers, donc les chevaliers des chaînes sacrées. Et donc au final on va avoir la petite confrontation, enfin la petite rencontre entre les deux. Donc Mosguz qui va envoyer un petit peu toutes ces troupes là pour aller bloquer donc les hérétiques. Donc il va arriver à arrêter l'attaque dont il était la victime sans trop de difficultés. Et mais il va quand même laisser le châtiment donc à tous ceux qui ont décidé de mener cette attaque à Dame Farnèse. Donc voilà, qu'est-ce que pour vous est le meilleur châtiment? Donc voilà, le bûcher ou la roue. Et puis au final ça va être la roue, et quand vous allez voir la roue, c'est quand même assez hardcore, assez tendu. Donc pas besoin de vous faire un descriptif, je pense que vous l'avez bien vu dans cet épisode-là, c'est quand même assez machiavélique. Et comme justement le souligne voilà, justement Dame Farnèse, donc qui aime quand même assez bien la torture, donc on voit limite qu'elle est un petit peu voilà, en admiration devant Mosguz, et que justement voilà, elle revendique, enfin vu que elle lui a quand même Mosguz lui a laissé le choix, donc elle choisit le châtiment le plus dur et le plus terrible. Même Serpico lui dit putain mais elle est folle celle-là et tout, enfin il le dit pas mais il le pense quand même assez fort, lui qui a l'air d'être quand même un pacifiste assez convaincu. Et donc l'épisode qui se termine là-dessus sur cette démonstration, et surtout vous en doutez bien sur la petite réapparition de Casca qui est dans le groupe d'hérétiques, donc qui se dirige par là-bas. Donc immanquablement vous en doutez bien que Guts aussi va se diriger par là-bas, donc quand même voilà, il a bien réfléchi, mais que ça va pas être aussi simple aussi pour mettre la main sur cette dernière. Et donc Casca qui se fait un petit peu sauver in extremis, vu qu'un hérétique avait essayé un qui devait finir donc sur la roue avait commencé un petit peu à fuir, et donc qui malheureusement était à choquer Casca. Donc enfin il était voilà, c'est un petit peu cogné contre Casca qui a toujours son petit choc post-traumatique. D'ailleurs le chevalier a commencé à croire qu'il était folle, donc il a laissé un petit peu tomber l'affaire. D'ailleurs heureusement, sinon elle aussi il serait passé. Et donc elle se fait sauver un petit peu in extremis aussi par une villageoise,
une petite hérétique qui a aussi été conduite vers la tour du châtiment et qui va être aussi d'un certain secours pour cette dernière. Mais ça, on verra tout ça bien entendu dans les prochains épisodes. Ça annonce encore une fois du très très lourd. Et donc pour la preview, bon, de toute façon vous voyez un petit peu de quoi, voilà, autour de quoi ça va tourner. Je pense si vous l'avez vu. De toute façon, ça va prendre directement la suite de tout ça. Donc voilà, vraiment impatient de voir tout ça. Et ça aussi, ça promet du très très lourd quand on en arrivera bien entendu à tous ces points-ci dans les prochains épisodes, même par rapport à Starkiller. D'ailleurs, l'épisode de la saison qui fera seulement 12 épisodes, donc là on est à peu près à la moitié. Donc voilà, il y a un 7e épisode aussi qui est sorti aujourd'hui, donc voilà, je rattrape mon retard lentement mais sûrement. Mais en tout cas, voilà, ça va être passionnant. Et par contre, on va pas aller très très loin. C'est ça qui me fait, qui me rend un petit peu sceptique parce que 12 épisodes, c'est quand même assez court. Bon, je pense quand même que l'animé j'espère qu'il aura un certain succès quand on fera le bilan, qu'au final, ça aura donné un assez bon succès, qu'on aura quand même une saison 2 qui adaptera donc la suite de tout ça. Après, on verra bien encore une fois de quoi, un petit peu qu'est-ce qui en découlera du bilan global par rapport à cette saison. Voilà, comme bien entendu, comme on dit. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça. Voilà. Est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce que les points qu'il a adaptés vous a plu? Quelles sont vos attentes aussi pour la suite? Et voilà, donnez-moi votre avis global par rapport à tout ça. Même si j'ai une petite réserve par rapport au début de l'épisode avec Kirika. Donc rappelez-vous quand elle était dans la forêt puis qu'elle a rencontré Puck. Par rapport à l'animation, voilà, ça faisait assez robotisé et tout. Enfin, j'étais pas des masses fan. Juste le début, voilà, c'est vraiment un petit point qui m'a fait titre. Mais là, le CGI était vraiment pas top à ce niveau-là. Bon, sinon, donc, voilà, le reste de manière globale, c'était assez correct. Tout ce qui touche au flashback, de toute manière, c'est magnifiquement bien fait. De toute façon, ils savent que c'est des passages chocs, c'est des passages importants qui ne peuvent pas négliger. Et juste un petit dernier point, pas mal de monde disait ouais, Casca en fait elle est blanche et tout. Bah là quand même ils ont un petit peu bien corrigé le coach, et je pense que si avant sur les previews, même dans l'opening et tout, elle peut paraître un peu plus blanche alors qu'elle est brune de peau, c'est simplement par rapport aux jeux de lumière qui ont été un petit peu appliqués par le CGI. Mais non, voilà, ils ont quand même respecté, je pense, la couleur, comme on l'a bien vu d'ailleurs avec la fin de cet épisode-ci, vous en doutez bien. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse interagir auprès de tout ça. D'ici là, à la prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.